Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour Olivier. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors avec vous, on va voir un tour d'horizon à la fois de l'actualité. On va parler du pouvoir d'achat, on va parler loyer, on va parler des perspectives avec, à la lumière de votre baromètre que vous publiez cette semaine sur les perspectives du marché, mais aussi vos attentes en matière de politique du logement dans un contexte d'incertitude à la fois économique, géopolitique, politique même, contexte plein d'incertitudes. Alors tout d'abord, l'activité du marché, après une année 2021 qui a été record, beaucoup de professionnels indiquent un ralentissement de l'activité. Est-ce que vous le constatez sur vos baromètres et sur votre étude ? Alors quand on regarde le nombre d'actes qui ont été signés finalement au 31 mars, près d'1 175 000, on peut considérer que l'activité a encore été soutenue. Néanmoins, on a quelques paramètres intéressants. Le nombre d'annonces sur les sites internet est en augmentation et effectivement, nos adhérents nous disent, nos professionnels nous disent que le turnover est un petit peu moins rapide. Mais quand on regarde finalement l'activité, le slide, oui. 1 175 000 au mois de mars, c'est assez spectaculaire. Comparons par rapport à un pic qui était au mois d'août 2021 de 1 211 000 record absolu sur 12 mois glissants. Mais regardons plutôt le mois de décembre 2021 et finalement, on se maintient. Tout en soulignant que lorsqu'on parle du nombre d'actes signés au mois de mars, ça reflète plutôt l'activité du 4e trimestre 2021 que l'activité du 1er trimestre 2021 en termes d'activité, de compromis et de promesses de vente. Alors, on va voir justement sur les compromis de vente. Voilà, alors justement, on a à la Fédération nationale de l'immobilier, comme nous avons un outil qui aide nos professionnels à rédiger leurs compromis et leurs promesses, on a modélisé un indicateur avancé d'activité. Alors, il peut peut-être encore avoir sa petite part d'imperfection, mais ceci étant, il est assez net de constater que sur ce premier semestre, en tout cas, incontestablement, on actera une certaine baisse des volumes de l'ordre de 3%. Le consensus sur cette année, d'ailleurs, s'établirait plutôt à une baisse de l'ordre de 6 à 10% en volume. On y reviendra d'ailleurs quand on regardera un petit peu nos acquéreurs et leur comportement. Quelques projets qui sont retardés, dus notamment évidemment à l'inflation, qu'on va voir dans un slide suivant. Alors effectivement, nous avons mesuré, grâce à notre sondage, quel pouvait être l'impact de l'inflation sur le projet de nos acquéreurs et de nos vendeurs. Remarquons que 31% des Français ont un projet, mais pour plus de la moitié d'entre eux, l'inflation va modifier effectivement leur comportement et on le voit bien, pour 68%, il s'agit de modifier un petit peu son projet, de retarder son projet, pour 18% l'annuler et pour 14% l'accélérer. Ceux qui veulent accélérer, ce sont les vendeurs et on verra pourquoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'activité globale, malgré tout, 9% de ceux qui ont un projet envisagent de l'annuler. 9% de 1 175 000 transactions, c'est près de 100 000 transactions, voyez. Donc quand nous envisageons une baisse des volumes d'activité, nous tenons compte également, en tout cas, de cet indicateur. Très bien. On va voir maintenant l'évolution des prix. Alors, il y a des marchés à plusieurs vitesses. Voilà, évolution du prix des logements. Alors, d'abord, soulignons que nous avons décidé d'avoir plusieurs groupes, plusieurs focus, parce que nous avions trop tendance à nous focaliser sur les 10 premières villes de province, plus Paris, alors que le marché s'exprime, et c'est d'ailleurs très bien exprimé, sur nos villes moyennes, sur nos stations balnéaires, sur les communes rurales et sur la périphérie des 10 grandes villes. Regardons cette hausse, France entière plus 7,7%, rappelons que l'inflation est de 5,2%, c'est la hausse au 31 mai 2022. Quand on détaille d'ailleurs cette hausse, les appartements font plus 5,2 et les maisons font plus 9,2. Quand on regarde en détail un petit peu, on s'aperçoit que progresse plus vite que l'inflation toutes les périphéries, les villes moyennes, les stations balnéaires et de montagne et les communes rurales. Et quand on regarde dans le détail sur 2 ans, et on le voit bien dans ces courbes, il y a une extrême quantification, c'est-à-dire qu'en 2 ans, l'accélération de la hausse
sur les marchés que je viens d'évoquer est spectaculaire, puisque on peut dire qu'en 2 ans, les 2/3 de la hausse en 5 ans sont faites sur les communes balnéaires, les communes rurales, les 100 premières villes moyennes. Donc, un marché encore dynamique en termes d'activité, un marché encore dynamique en termes de prix. Notons que finalement, la hausse protège de l'inflation, puisque en réalité, quand on regarde une hausse générale de plus 7,7 par rapport à une inflation de 5,2, l'immobilier apparaît bien comme la valeur refuge contre l'inflation. Et puis on voit que Paris, alors, baisse de prix à Paris. Et oui. Oui. Et oui, et Paris baisse de prix et j'allais dire même l'asymptote commence à se mettre en place de la même façon sur les 10 premières villes de province. Paris baisse de prix, on connaît la conjoncture, un problème de demande internationale, l'effet Covid, un retrait des investisseurs, peut-être aussi les premiers indices des classements énergétiques qui se font sentir, parce que Paris a un problème, c'est que même si les immeubles sont très beaux, ils sont d'un point de vue énergétique assez mal classés. Et donc on a une très nette retrait, et puis je pense aussi que l'on a également un problème de financement qui commence à se faire jour au regard du respect très strict des règles imposées par le Haut Conseil à la stabilité financière, qu'il vient d'ailleurs de reconfirmer, comme vous le savez. Alors on va voir justement dans le détail la carte de France avec quelques villes à la fois, des grandes métropoles, des villes moyennes, sur l'évolution sur un an des prix. Il y a encore des villes moyennes où la hausse de prix est à 2 chiffres. Et oui, alors c'est assez spectaculaire. On a Pau qui est à 2262 € du mètre carré, qui fait plus 13,6%. Vous avez La Rochelle, 15%. La Rochelle, on est à plus de 5000 €. La Rochelle est aussi chère qu'Annecy. À plus de 5000 €, c'est une des villes les plus chères de France maintenant. Brest à plus 12,2%, avec là aussi, on est à 2176 € du mètre carré. Le Mans aussi, où on est à moins de 3000 € du mètre carré. Le Havre et Caen, on vient de dépasser les 3000 € du mètre carré. Et puis Reims, également à moins de 3000 € du mètre carré. Donc on voit bien qu'on a encore sur ces villes-là, ces villes qui ne sont pas des villes, des grandes villes, même si il faut nuancer pour Reims, néanmoins avec des hausses importantes. Phénomène de rattrapage ? Phénomène de rattrapage, mais pas que. Notez quand même Nantes qui commence à finalement marquer le pas, Lyon qui marque le pas avec une légère baisse, Lille qui marque le pas, Paris, on vient de l'évoquer, Bordeaux qui n'est plus non plus dans le spectaculaire. Ça rejoint ce que nous disions, c'est-à-dire que les grandes villes de province qui avaient performé marquent le pas parce qu'on est à plus de 4000 € dans ces villes. Et là, on atteint, à mon avis, des limites de solvabilisation de nos acquéreurs. C'est ce que l'on va voir d'ailleurs dans le slide suivant sur le ralentissement de la hausse des prix, l'évolution mensuelle des prix qui ralentit. Voilà, donc une évolution mensuelle qui nous permet de tracer sans doute une petite perspective. Elle est assez spectaculaire. Relions-la aussi au tableau où on analysait nos compromis et nos promesses, n'est-ce pas? Et constatons simplement que la demande marque le pas, donc les prix commencent à marquer le pas aussi, ce qui est au fond un ajustement sain pour éviter un effet ciseau sur le marché. Alors, le pouvoir d'achat, il est au centre des préoccupations. On parle beaucoup de la hausse des prix de l'alimentation, de l'essence. L'immobilier n'échappe pas à la règle. Quel est le contexte ? Quelle est la conjoncture ? Alors, sur le pouvoir d'achat dans l'immobilier, d'abord, il est important de ne pas le décorréler d'un ensemble. Mais globalement, le pouvoir d'achat dans l'immobilier était plutôt bien orienté parce que l'effet taux plus l'effet revenu, n'oublions pas que nous avons connu quand même une période économique relativement intéressante en France, qui se perdure, le chômage vient encore de baisser de quasiment 26 000 personnes, a contribué à gommer l'effet prix dans la plupart des régions, voire même d'accentuer le pouvoir d'achat. C'était particulièrement vrai dans les villes moyennes, c'était particulièrement vrai dans les communes rurales de France, ce n'était pas le cas à Paris, et un petit peu moins le cas naturellement dans les grandes villes de province. Donc même aujourd'hui, au risque de surprendre, le pouvoir d'achat, il est quasiment équivalent à ce qu'il était en 2003. Ouais, il va avoir perdu à peu près 9%, mais la perception qu'ont nos clients toutefois, elle est un peu différente. Et vous savez que j'aime beaucoup ce tableau-là parce que, en général, il indique la conjoncture que l'on va connaître. Qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que, pour les acquéreurs en tout cas, est-ce que la conjoncture est favorable à l'achat ? 30% nous disent oui. Ils étaient 58% il y a un an. Donc on voit bien que la chute est spectaculaire.
Est-ce que la conjoncture reste favorable à la vente d'un bien immobilier? Oui, pour 49%. Il y a une légère chute, mais vous voyez, souvenons-nous que les vendeurs voulaient accélérer leurs projets liés à l'inflation. Vous voyez que les vendeurs restent plutôt positifs sur l'évolution des prix. Sauf que quand on fait un indice d'activité ou un indice d'équilibre, et je préfère l'indice d'équilibre, c'est la différence entre conjoncture favorable à l'achat et conjoncture favorable à la vente. Pour la première fois, nous avons un indice négatif, ce qui signifie, Olivier, que les acquéreurs vont marquer le pas pour les 6 premiers mois, lié à une perception qui n'est pas très favorable pour eux de se positionner. Et on le voit dans d'autres indicateurs. Et la chute est notamment spectaculaire chez les primo-accédants. Et elle est spectaculaire également pour les résidences secondaires, parce qu'on a beaucoup moins de retraités qui se positionnent sur ce marché. Et donc, on va avoir, quand on intitule turbulence, la turbulence, elle est là. Incontestablement, nos acquéreurs vont être beaucoup moins dynamiques pour le second semestre. Donc l'évolution, pouvoir d'achat à la fois pour les acquéreurs, pour les locataires. Donc si on devait faire... Alors les locataires, nous avons eu un sujet sur la table, c'est l'évolution de l'indice IRL. Ouais. Rappelons-nous que cet indice constate l'inflation sur les 12 mois qui précèdent son évolution, tous les trimestres. Et effectivement, compte tenu d'une évolution d'une inflation qui, sur ces derniers mois, est en train de s'accélérer, les loyers allaient forcément répercuter cette hausse d'une façon conséquente. On a été devant, à la demande de Bruno Le Maire et d'Amélie de Montchalin, on a été devant ces ministres pour évoquer des solutions qui viseraient à tempérer cette hausse tout en étant lucides sur la nécessité pour les propriétaires de ne pas avoir un revenu qui s'érode au moment où ils vont avoir des enjeux de pouvoir d'achat. Nous avions fait des propositions, notamment de caper l'indice à la hauteur de l'indice du 30 juin. C'est en gros ce qui a été retenu finalement, puisque va être proposé dans le texte sur le pouvoir d'achat, le fait que sur un an, les loyers n'augmentent pas plus de 3,5%, ce qui est quand même un effort des bailleurs substantiel, un effort des locataires également, mais on est dans une économie particulière qui change un peu nos paradigmes, et je pense que c'est une bonne mesure. Donc on s'oriente en fait vers une sorte d'encadrement des loyers, en tout cas. C'est ça, pendant un an, revalorisation des loyers, plafonnée à 3,5%, annonce de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Une mesure qui devrait être intégrée dans le projet de loi de finances rectificative. Et à la FNAIM, alors qu'on défend les intérêts à la fois des propriétaires, des locataires, des propriétaires bailleurs, donc cette mesure semble équilibrée. Oui, en tout cas, comme nous en avions fait la proposition, on avait fait 2 propositions. La première proposition était de calculer l'indice sur la moyenne des variations des derniers indices qui revenait à prolonger l'effet inflation basse, mais à ne pas édulcorer à terme l'effet de l'inflation. Et la deuxième proposition, c'était de caper l'évolution de l'indice pendant un an à celui qui allait sortir au 30 juin. Au 30 juin, il va sortir à environ à 3,5, 3,7. Le gouvernement souhaite caper à 3,5. Nous soutenons cette mesure qui nous semble raisonnable pour les deux parties et solidaire d'un moment difficile pour le pays. Qui dit pouvoir d'achat, il y a aussi budget. Et budget, on pense aux travaux, les travaux de rénovation énergétique. Ça représente un coût pour le budget des ménages, d'autant que les règles changent dans l'immobilier. C'est la lutte aux logements les plus énergivores. Mais alors, entre le nouveau DPE qui ne fait pas l'unanimité, les interdictions à la location des logements classés F et G, le gel des loyers, des audits obligatoires pour mettre en vente, de la volonté ou pas des copropriétés de rénover, on s'y perd un peu, même pour ne pas dire complètement. En matière de rénovation énergétique, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux ? Alors, moi, je pense que vous avez parlé de calendrier. Je pense que les Français n'y comprennent plus rien, surtout les copropriétaires. Pourquoi ? Parce qu'on leur explique qu'il faut qu'ils fassent des plans pluriannuels de travaux en 2024, 2025, en 2023, 2025, 2026, en fonction de la taille de leur immeuble. On leur explique que le diagnostic de performance énergétique collectif doit être fait obligatoirement en fonction de la taille de l'immeuble en 2024, 2025, 2026. Et on leur explique qu'entre-temps, les biens classés G seront interdits à la location en 2025, c'est-à-dire demain, F en 2028 et E en 2034. Ça signifie que 3 500 000 logements, potentiellement, seraient, juste pour le parc privé locatif, à terme interdits de location, alors même qu'on n'est pas dans le rythme de la rénovation pour des raisons financières et techniques. Donc nous, ce que nous souhaitons évidemment, c'est qu'on revoie ce calendrier urgemment. Comment on le reverrait ? On le reverrait d'abord en se mettant sur le calendrier européen.
2034. Pourquoi? Parce que nous dit l'Europe? L'Europe nous dit plus de logements G et F en 2034, et notamment plus de logements G d'ici 2030. Et l'impact n'est pas le même. L'impact n'est pas le même parce que, d'abord, ça n'oblige pas à être en D tout de suite, les E ne seraient pas concernés. Donc, quand on regarde l'impact de la situation actuelle, le parc locatif en 2028, quand on prend parc social et parc privé, si on ne change rien, on perd 2 millions de logements. Et si en 2034, on ne change rien, on perd 4 700 000 logements. C'est ça que ça veut dire. Nous proposons la chose suivante, et c'est ce que l'on va voir après, c'est finalement de se concentrer uniquement sur les biens classés G et F, mais y compris en considérant les propriétaires occupants. Parce que, Olivier, expliquez-moi, quelle est la finalité de se concentrer uniquement sur le parc locatif si on vise la neutralité carbone? Ça veut dire qu'on oublie en réalité tous les logements qui sont aujourd'hui occupés par des copropriétaires occupants. C'est-à-dire qu'on dit que la France pourrait atteindre cet objectif en ne traitant qu'une partie de ce parc. Revenons à la raison, prenons tous les G, y compris les G occupés par leurs propriétaires aujourd'hui, amenons-les au minimum à F en 2030 et à E en 2034 et non pas à D. Et ainsi, on traitera l'ensemble du parc énergivore et non pas que le parc locatif. On détend le calendrier pour pouvoir réussir cette rénovation. Et important, on solidarise les copropriétaires occupants et les copropriétaires bailleurs dans nos immeubles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque un copropriétaire occupant peut parfaitement occuper son logement indécent, un copropriétaire bailleur ne pourrait plus le louer. Donc revenons à la raison. Et l'objectif en termes de volume est exactement le même. On n'abdicte pas sur le volume, mais bien au contraire, on va beaucoup plus vers la neutralité carbone. L'objectif initial, c'était la rénovation de 700 000 logements par an. Et puis, on s'était vu, vous nous aviez dit ici d'ailleurs, Jean-Marc, il n'y avait pas 4 800 000 logements énergivores de passoires thermiques, mais plutôt 7 à 8 millions. Déjà, sur le chiffre, on n'était pas tout à fait d'accord. Où en est-on exactement? Quel est le vrai chiffre? Écoutez, le vrai chiffre, nous l'attendons. Moi, j'affirme effectivement qu'au regard du nouveau DPE, et on le voit bien d'ailleurs dans le nombre de ventes, il y a une augmentation des logements classés G et F. Il était prévu par le gouvernement, par le ministère de Mme Wargon, une clause de revoyure en mars 2022. Nous ne l'avons pas eue. Cette clause de revoyure était destinée à examiner la réalité des nouveaux DPE après sa modification du mois de septembre 2021. Nous avons eu une réunion technique pour laquelle on nous a laissé entendre qu'a priori on serait plus vers 5,5 millions de passoires thermiques que 4,8 millions, mais pas à 7 millions. Mais on devait affiner ces chiffres et se revoir. On ne s'est pas revu et je pense qu'en réalité aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Sans doute que nous y verrons un peu plus clair dans les mois qui vont venir. Et il faut vite y voir clair parce qu'il faut calibrer des aides par rapport à une réalité du parc. Mais ce qui est par exemple prévu, c'est-à-dire le 25 août, le gel des loyers pour les F et G, ça, c'est retenu ou pas? Ou c'est décalé? Non, ça, c'est retenu. 25 août, c'est demain matin. Ouais, ça, c'est retenu, sauf que... Et l'obligation de l'audit en septembre, décalé ou pas? Retenu. Retenu. Hein, aujourd'hui, en raisonnant en droit constant, j'en ai eu encore la confirmation hier lorsqu'on était avec la DHUP pour discuter au sein de la Commission nationale de l'habitat de la proposition que l'on vient d'évoquer sur l'IRL, que effectivement, les F et G ne peuvent plus être augmentés à partir du 25 août. Ça concerne 1 700 000 logements dans le parc privé. Ce n'est pas anodin. Et je l'ai rappelé d'ailleurs à nos amis des associations de locataires qui, pour le coup, passent totalement à côté de la problématique liée éventuellement à la péremption de centaines de milliers de logements disponibles aujourd'hui dans le parc privé locatif pour loger nos concitoyens. Donc vous savez, Olivier, j'ai envie de vous dire, il est urgent qu'on ait un gouvernement au travail et des parlementaires qui s'intéressent, quelle que soit leur tendance politique, à cette situation-là. Et nous espérons d'ailleurs que ces parlementaires feront un groupe logement et nous nous tiendrons à leur disposition pour apporter notre éclairage opérationnel sur ces sujets.
Alors justement, et avant de l'évoquer dans ce contexte, et si on devait faire une synthèse, en fait, quelles sont les perspectives? Là, on a parlé des prix, de la rénovation, du pouvoir d'achat. Quelles sont les perspectives si on doit se projeter sur le second semestre 2022 pour l'activité de l'immobilier? On a compris que le Haut Conseil à la sécurité financière ne changerait pas sa doctrine et on a compris également que les taux d'intérêt allaient monter, contribuant sans aucun doute à désolvabiliser une partie de nos primo-excédents. Il est donc assuré que les volumes de vente vont baisser, tout en restant à un niveau qui, pour moi, pourrait être au-dessus du million, ce qui est quand même un très bon niveau au regard de l'activité déjà constatée sur ce premier semestre. La troisième chose, évidemment, c'est l'effet prix. Et je pense que le travail a déjà commencé de la part des professionnels de faire intégrer à nos vendeurs que les prix vont devoir s'ajuster. Et ils vont devoir s'ajuster d'autant plus vite qu'il y a un enjeu de rénovation énergétique. Et enfin, sur la rénovation énergétique, il est urgent de se remettre autour de la table. Nous avons des propositions à faire, des propositions très opérationnelles qui sont forcément techniques, et notamment de faire en sorte que l'indécence énergétique soit suspendue dans tous les logements qui ont adopté un plan pluriannuel de travaux à exécuter d'ici 10 ans, et ce qui permettrait, là encore, de solidariser, encore une fois, propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, et de s'atteler à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs pour sortir de l'indécence énergétique, ces logements-là. Faire des propositions, en conclusion, mais à qui? Faut-il un ou une ministre du logement? Il faut un ministre ou une ministre de l'habitat qui englobe, au-delà du logement, toute la filière et la problématique aménagement du territoire. Et il faut un ministre ou une ministre qui soit capable de gagner ces arbitrages. Ça sera le signal fort de la considération de ce gouvernement sur l'enjeu logement. Et il nous faut, au Parlement, une équipe de parlementaires de toutes les tendances qui sont aujourd'hui élues au sein de cette Assemblée nationale pour que nous puissions discuter avec eux à leur demande d'un certain nombre de propositions et échanger sur les enjeux du logement, parce qu'on fabrique quand même aussi la pénurie de demain. C'est pour ça que la baisse des prix, au regard notamment de la production de logements neufs qui n'est pas au rendez-vous, eh bien, on a une équation complexe à résoudre. On ne le fera que, je pense, en étant pragmatique et très opérationnel. Les corps intermédiaires sont là pour ça. Optimiste? Toujours parce que je me dis que finalement, dans cette incertitude globale pour la prise de décision, je pense que les corps intermédiaires, pour le coup, vont assumer beaucoup de choses. Voilà, et on est prêt à le faire. Aux politiques de décider, mais si j'ai peut-être un tout petit conseil à leur donner, écoutez le terrain, on en fait partie. Jean-Marc Torolion, merci beaucoup. Merci Olivier.